Nous sommes toujours au studio 3 des rencontres PEP 2021. Je vous rappelle que ce forum social participatif en ligne développe sur 2 jours et 3 studios le thème de faire ensemble société inclusive avec la participation de tous. Nous revenons sur la fabrique des rencontres en territoire et de tout ce qui s'y est dit. On échange, on débat, on questionne la participation citoyenne. Alors à mes côtés, Yves Durand qui donc va recueillir les questions des internautes qui nous suivent. Donc n'hésitez pas, il y a un chat et vous pouvez poser vos questions directement et Yves s'en fera le relais. Alors pour poursuivre donc cette matinée d'échange, je vous propose de se pencher sur un thème précis qui est la participation des usagers au projet et au fonctionnement des établissements et structures d'accueil. Autrement dit, comment passer d'une participation aux activités à l'implication dans les prises de décision concernant le projet de la structure, son fonctionnement, voire sa gouvernance. Quelles pratiques mettre en place avec les usagers, auprès des professionnels? Pourquoi faire? Comment y parvenir? Avec qui et pour quel sens? Quel rôle aussi pour les usagers? Quel rôle pour les professionnels? Quelle configuration institutionnelle favorise cette participation des usagers à la vie de l'établissement qu'ils fréquentent et pour quels objectifs? Alors voilà, ça fait beaucoup de questions. Ça tombe bien parce qu'on a aussi donc les intervenants qui sont là pour nous éclairer. Alors du coup, on a autour de la table, alors on aura peut-être tout à l'heure, parce qu'on a eu un petit problème de connexion avec Christine Gaillard, donc, qui est une mère de famille et qui apportera son témoignage si elle arrive à se reconnecter. Mais en tout cas, on a de manière sûre alors Mathieu Devlaminck. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends bien. Parfait. Donc vous êtes président de l'Union nationale lycéenne. Vous représentez plusieurs voix lycéennes, celles de ceux qui s'engagent. On voit qu'il y a plusieurs dispositifs d'engagement lycéen. On va voir ça ensemble. Et puis voilà, ce qui nous intéressait dans votre intervention, c'est justement un point de vue un petit peu transversal, justement sur cette question de la participation. Donc on a également Christine Barbier. Et bonjour. Bonjour, vous nous entendez bien? Très bien. Donc vous êtes directrice générale adjointe des solidarités au conseil départemental de la Côte d'Or. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. Bonjour à tous. Et on a également Thierry Rouleau. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc vous êtes directeur des maisons de l'enfant à caractère social, les MEX, de Dijon et de Bonn, au sein des PEP. Oui. C'est ça, chargé de mission auprès de la Direction générale des PEP, chef de service de l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire. Ah, ancien. Ancien. Bon, excusez-moi, hein, c'est vrai que c'est compliqué d'être partout hein, en même temps. Donc voilà pour ce tour de table. Donc comme je vous disais, peut-être Christine Gaillard, donc, qui est donc mère de famille et qui est également représentante au conseil de vie sociale d'un établissement des PEP 45, nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Mais je vous propose quand même de commencer cette table ronde. Peut-être avec je pensais avec l'intervention de Thierry Rouleau, en fait, pour commencer. Donc vous avez une expérience de plus de 20 ans dans le secteur social et médico-social en tant qu'éducateur, puis directeur d'établissement dans le champ des personnes en difficulté. Parmi vos missions, vous réinterrogez l'accompagnement des enfants et des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, et plus spécialement ceux des maisons d'enfants. Vous travaillez aussi sur une expérimentation impulsée par le conseil départemental de Côte d'Or. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, disons, l'aspect opérationnel de cette expérimentation? Est-ce que voilà, vous pouvez présenter peut-être déjà le cadre et puis après nous en dire un petit peu plus sur cette expérimentation. Oui, très bien. Pour la présentation du cadre, je vais faire un petit rappel historique un petit peu sur les conditions qui ont amené cette expérimentation aujourd'hui.
Il y a eu un reportage de M6, c'était le 19 janvier 2020, Il y a un peu plus d'un an. où il était question de l'enfance en danger, où l'établissement MEX, où j'exerce les fonctions de direction aujourd'hui, avait été ciblé. Euh, le conseil départemental, à ce moment-là, a souhaité mettre en place une administration provisoire sur cet établissement. La Fédération générale des PEP était intervenue pour que l'AMEX reste dans le giron des PEP et qu'elle ne soit pas réattribuée à un autre organisme gestionnaire partenaire sur tout le territoire. Voilà. L'action qui a été menée dans ce cadre d'administration provisoire ou déléguée a apporté satisfaction au conseil départemental et a permis de retrouver la confiance, je dirais, portée au PEP. Mais Madame Barbier pourra en parler mieux que moi. De là, en fait, est née après une volonté d'aller plus loin dans ce projet et dans la co-construction sous l'impulsion du conseil départemental, c'est ce que vous avez dit en introduction, avec la Fédération générale des PEP et les PEP CBFC, donc sur le territoire notamment de Côte d'Or, de construire un projet d'expérimentation en mettant en place une méthodologie participative. Voilà, c'est l'origine du projet. Vous voulez que je vous décrive un petit peu où Bah, on en est alors juste en fait, excusez-moi, mais je voudrais juste vérifier si Christine Gaillard nous entend. Oui, j'ai bien rejoint la réunion. Ah d'accord. Je vous entends. Très bien. Bon, ça va, vous êtes... donc vous aviez, je pense, une difficulté de vous connecter en vidéo, mais vous êtes installé, enfin, c'est... Oui, je suis bien installée. Hein. On a une coupure électrique et j'ai un Wi-Fi relié à l'électricité, donc ça ne marche pas malheureusement. D'accord, ce bah matin, écoutez, en tout hein. cas, C'est un petit peu- c'est une bonne nouvelle que vous ayez pu nous rejoindre. On vous entend bien. Donc vous êtes une représentante de conseil de vie sociale d'un établissement des PEP 45. Alors, du coup, bon, on va peut-être commencer, enfin reprendre après et avec Monsieur Rouleau, parce que c'est vrai que je pense que c'était important quand même de vous faire témoigner, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de témoignages en fait bon, de parents, même si vous avez plusieurs casquettes. Mais est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire comment vous qualifieriez votre rôle au sein du conseil de vie locale de l'établissement où se trouve votre fils, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Voilà, ben moi je suis effectivement élue au CVS d'un IME, hein, ou une CES, comme on l'appelle aujourd'hui, vie un enfant, bien évidemment. Et il est vrai que c'est la 4e année, hein, il vient d'être renouvelé, j'ai à nouveau été réélue. Et ce que je veux dire, je pense que je rentre directement dans les propos, ou est-ce que Oui, je je vous en fais prie, oui, simplement oui. un propos introductif? Ok, alors moi j'avais un développement peut-être ce matin en 4 points. Le premier, c'est de parler de quoi dépend le bon fonctionnement d'un CVS dans un IME. Mhm. Après, le deuxième point, c'était les ressources des parents au travers du CVS, bien sûr. Le troisième, c'était comment un CVS peut s'intégrer très pratiquement, hein, bien sûr. Le quatrième point était un point de vigilance. Et enfin, j'ai prévu un petit point de conclusion. Excusez-moi, Voilà. le quatrième, c'est quoi le quatrième point? Le Vigilance. quatrième point, D'accord, c'est un point de vigilance. d'accord, ok. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous en prie. OK. Alors, le CVS est une obligation légale, hein, comme tout le monde le sait dans un établissement. Pour autant, ça ne veut pas dire que dans chaque établissement, il y a un CVS. Et quand il y en a un, il peut ne pas fonctionner, je vais dire, au mieux de ses capacités. Je dirais, moi, que par expérience, le bon fonctionnement d'un CVS dépend de la volonté de la direction d'en faire un lieu d'animation de la vie de l'établissement
et des personnes qui l'accompagnent, puisque vous savez que ce sont les deux volets, hein. Les usagers font partie du CVS. À ce titre-là, là où je suis, ils sont accompagnés soit par un éducateur ou aussi par une assistante sociale. Et du coup, ils se réunissent au préalable des 3 réunions trimestrielles, hein, et du coup, ils préparent leurs interventions. Je trouve d'ailleurs que c'est un excellent moyen pour eux, les usagers, de faire valoir leur citoyenneté, entre guillemets, hein, dans la réglementation de ce CVS, mais aussi de prendre part à la vie de l'établissement et donc d'être là dans l'autodétermination telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein, selon les propos de la charte Jacob. Voilà. Le premier point que j'ai évoqué, c'est la vie, c'est faire un lieu d'animation de la vie de l'établissement. Et à ce titre-là, nous, dans le CVS, on avait réussi à avoir un petit budget, c'est-à-dire qu'en début d'année, nous sensibilisions les familles au travers des réunions de rentrée. Et du coup, on demandait une petite participation de 10 € dernièrement. Et grâce à ce budget-là, nous pouvions faire de l'établissement un lieu de vie en organisant un pique-nique, par exemple, où le CVS prenait une partie du budget dans l'organisation de ce pique-nique. Mais aussi, nous faisions des rencontres thématiques les samedis matins, par exemple, la vie affective et sexuelle des enfants, où on avait fait intervenir le planning familial. Je dirais que si un intervenant était payant, grâce à ce budget-là, nous pouvions en faire quelque chose. Voilà. Donc, ça nous dotait quelque part d'une légitimité dans le fait de faire des événements thématiques. Et puis aussi peut-être d'une forme d'autonomie où vous avez pu du coup mettre en place aussi les projets que vous souhaitiez. Vous n'étiez pas dépendant avec ce petit budget. C'est ça. Le petit budget, on le collectait aussi sur le stand de la kermesse, hein. On avait à chaque fois un stand et comme on vendait, bien sûr, l'établissement nous le permettait, hein, on ne faisait rien sans son autorisation. Et du coup, nous vendions des crêpes ou des bonbons. Et du coup, on avait aussi ce retour-là. On essayait, parce qu'on on pouvait aussi faire une chasse aux œufs. Donc, il fallait acheter des œufs de Pâques. Selon les saisons, selon les événements. En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez du coup des ressources qui vous permettent en fait de mettre en place des projets. Et pour parler justement après de la partie intégration, en fait, ce que vous vouliez dire, en fait, comment le CVS peut-il bien s'intégrer, si on peut parler ainsi? Alors, voilà, donc je vais y venir directement. Dans cet établissement, il y a une volonté, hein, de garder les parents actifs dans le cadre du CVS. Et c'est vrai que nous avions demandé d'être aussi au niveau de l'association, enfin en tout cas d'avoir les informations de l'association, hein. Et du coup, on nous a octroyé de pouvoir participer à des CA, des conseils d'administration élargis, une fois par an, mais aussi de venir à l'AG une fois par an, alors que nous n'étions pas adhérents, hein, dans cette association. Les parents ne peuvent pas être adhérents de l'association. Donc, nous respectons, nous avons fait nos demandes et du coup, on nous a accordé ça. Et récemment, vous savez que la perspective des IME est de passer en DAM, dispositif d'accueil médico-éducatif. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'établissement s'est déjà intégré en pôle lui-même, c'est-à-dire qu'il rassemble un CESAD, un IME, mais aussi un IM Pro. Et déjà dans cette dynamique-là, nous faisons partie là récemment du COPIL DAM, ou même le CREAI qui est là en tant que médiateur sur la méthodologie. Nous allons également être intégrés sur des journées de formation avec présentation d'autres dames, notamment des PEP 28, puisque moi je suis des PEP Loiret aussi en l'occurrence. Et par ailleurs, nous avions fait au préalable partie du questionnaire de satisfaction des familles, hein, pour recueillir les besoins, et on nous avait sollicité le CVS pour vérifier les questions, s'assurer de leur bonne portée, etc. Voyez. Donc, c'est ce que j'appelle un CVS intégré. Okay.
au-delà du minima, c'est-à-dire les 3 réunions CVS dans l'année, hein, une fois par trimestre, c'est être intégré un peu plus. Pourquoi? Parce que là, ça rejoint un petit peu le deuxième point, c'est maintenant que je l'amorce. Le parent, au travers du CVS, bien sûr, est une ressource, dans la mesure où, vous le savez, les parents ont une idée bien précise, souvent, hein, pour certains, de l'accompagnement de leur enfant, et du coup, ils sont déjà informés au préalable de certains outils, de ce qui serait bon pour eux. Donc les 2 points que je veux lever, c'est les outils. Beaucoup de parents aujourd'hui se sont formés quand même, hein, au PECS, vous savez, ces moyens de communication par des pictogrammes, par exemple. Il y en a d'autres qui se sont formés à des méthodes cognitivo-comportementales, même aussi au Makaton, hein, qui peut rejoindre la spécificité de certaines orthophonistes. Donc, c'est en ce sens où le parent, il a une idée précise des outils qui sont intéressants pour bien accompagner leurs enfants. Alors, juste excusez-moi, Madame Gaillard. En fait, bon, je me permets de vous couper parce que c'est très intéressant, mais il faut vraiment qu'on respecte le principe vraiment de table ronde pour que chacun puisse s'exprimer, puisse dire, voilà, partager son expérience. Je me permets de vous couper un petit peu, mais parce que je voudrais vous poser une question assez directe. Est-ce que déjà vous avez la sensation, en tant que donc, membre de conseil de vie locale, d'être écouté et surtout d'être entendu? C'est une question un petit peu générale, un peu globale, mais dites-moi si vous avez cette sensation-là. Oui. Même si vous avez déjà donné des éléments. Oui, à chaque fois que nous avons été sollicités, nous avons réagi. Hein. Ça peut être au travers d'un retour par mail sur des éléments précis. Et il est vrai que la direction de l'établissement elle-même a pu être agréablement surprise de notre réactivité de parents. Et du coup, je dirais que c'est un petit peu ce qui a fait notre place. C'est-à-dire que la place, elle n'existe que si on vient la chercher également. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que les directions, elles ont besoin d'être mises en confiance dans la place qui est celle des parents. C'est-à-dire un parent, s'il reste à sa place en faisant des sollicitations, pour moi, il a toute sa place. Alors justement, je voulais aussi revenir à Monsieur Rouleau. Désolé, on vous a interrompu tout à l'heure. Pareil, l'idée un petit peu de répondre un petit peu directement parce que au niveau du temps aussi, ça passe assez vite. Alors vous aviez commencé à développer le travail qui est fait, donc avec cette expérimentation impulsée par le conseil départemental de Côte d'Or. Et puis Christine Barbier pourra nous en parler aussi davantage tout à l'heure. Une question un peu générale encore. Comment associer l'enfant, sa famille aux prises de décision comme ça, c'est spontanément, comment vous voyez les choses, sans trop rentrer dans les détails, mais pour rester assez direct? Alors, justement, c'est tout le projet d'expérimentation. Mhm. C'est bien que la participation des enfants et de leur famille soit effective, elle soit réelle. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport au médico-social ou un IME, par exemple, pour reprendre les propos de Mme Gaillard. La participation des parents est plus difficile dans un établissement médico-social que médico-social. Il faut savoir qu'une MEX, son objectif, c'est d'accueillir, d'accompagner des enfants qui ont été placés. Donc à partir du moment où l'enfant est placé, c'est-à-dire que le parent est considéré comme défaillant quelque part. Ouais. Donc on ne va pas forcément faire appel à lui, c'est ça? Non, si, justement, c'est bien le projet d'expérimentation, c'est bien de faire appel à lui, qui participe, mais d'enlever cette image de parents défaillants. C'est là où la difficulté. Parce que quand vous êtes on vous demande de prendre la parole, on vous demande de vous exprimer, on vous demande d'exprimer vos besoins, on vous demande d'exprimer vos difficultés, vos attendus.
Qu'est-ce que vous considérez dans une prise en charge, dans un accompagnement d'enfant? Comment vous voyez les choses? Et à partir du moment où cet enfant est dans un établissement parce que vous avez été défaillant, ben, la difficulté, elle est là, en fait. C'est comment faire en sorte que ce parent qui a été vu comme parent défaillant puisse, du coup, être entendu et que sa parole soit bien prise en compte dans son rôle de parentalité. Voilà. D'accord. Et là, on est bien sur un problème qui est complètement différent. C'est-à-dire que la volonté de la participation des parents, elle existe, elle est effective, je dirais, depuis longtemps dans les établissements de la protection de l'enfance. Cependant, la difficulté réside ici. Ce qui n'est pas la même chose par rapport aux enfants. Les enfants, ils participent régulièrement au projet d'établissement, enfin au projet de vie, de fonctionnement de l'établissement, puisque il y a des réunions hebdomadaires sur chaque unité de vie où les enfants sont amenés à s'exprimer. Alors, on a d'autres difficultés par rapport à l'expression des enfants, mais de fait de leur jeune âge, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants ou des adolescents. Donc, ils n'ont pas toujours envie de s'exprimer. Ils ne voient ça pas forcément sur un œil d'adulte où je veux participer à ma prise en charge. Nous, on est plus dans l'accompagnement de faire grandir ces enfants, justement, pour les amener à la citoyenneté, à la participation. Donc, vous voyez, la protection de l'enfance œuvre sur quelque chose qui est assez méconnu en général, et c'est bien fort dommage, mais a un champ d'action qui est assez particulier et où les problématiques ne sont pas les mêmes en fait qu'une participation sur un établissement d'adultes. Voilà, c'est vraiment différent. Alors, Voilà, je ne sais pas ouais. si je réponds à votre question. Si. Alors là, vous parlez notamment de voilà, comment associer les enfants, la famille, les parents. Yves, on a peut-être un éclairage à donner? Non, on n'a pas un Une éclairage, question on a des questions qui commencent à arriver et qui peut-être vont, dont la réponse va être donnée à la fois par M. Rouleau et par Mme Barbier peut-être, quand elle interviendra. La première, tout à l'heure, Mme Gaillard a dit que les CVS étaient obligatoires dans la loi. Or, en même temps, elle a dit qu'il n'en existait pas partout. Donc, on a ce premier questionnement. Et la deuxième question, qui rejoint d'ailleurs celle que je viens d'exprimer, qui rejoint la première, c'est au fond, les uns et les autres, pour les uns et les autres, quels obstacles vous trouvez ou vous rencontrez, soit comme parents, soit comme responsables, à la participation des usagers. Au fond, comment faire passer l'action des usagers de l'animation, et Mme Gaillard en a décrit tout à l'heure l'ampleur et l'importance, mais de l'animation à la véritable participation, comme vient d'ailleurs de l'évoquer M. Rouleau. Voilà la question qui, au fond, regroupe les questions qui nous sont adressées par les internautes. Madame Barbier, peut-être, si vous souhaitez répondre? Oui, alors peut-être globalement quand même situer pour le département cet enjeu effectivement de participation des enfants, comme l'a dit Thierry Rouleau, mais aussi de leurs parents quand c'est possible. Je donne quelques chiffres globaux pour le département de la Côte d'Or accompagne près de 3000 enfants. Dans ces 3000 enfants, certains font l'objet de mesures d'assistance éducative et donc nous pouvons travailler en prévention pour éviter le placement chaque fois que possible avec les travailleurs sociaux du département. Et là, on repère effectivement, on a travaillé un concept avec les travailleurs sociaux du département visant à dire, qui pourrait se résumer ainsi: repérer les atouts des parents plutôt que leurs failles. Et ça, c'est extrêmement important puisque on parle de protection de l'enfance et la protection, c'est souvent résumé à on écarte le lien avec le parent. Or, on sait bien tous que aucune histoire de vie ne se ressemble et que l'objectif
que nous poursuivons tous, c'est que l'enfant puisse retrouver sa place dans une famille qui aura, dans la plupart des cas, su évoluer, su être conseillé, accompagné par les travailleurs sociaux. C'est donc tout ce que j'appelle la prévention. Néanmoins, 40% des enfants que nous suivons sont placés en établissement. Il y a 7 gestionnaires d'établissements de protection de l'enfance en Côte d'Or. Le maître mot du département par rapport à ces gestionnaires, ces mecs, mais les assistants familiaux aussi qui accueillent à leur domicile, c'est confiance, mais vigilance. Donc, il est extrêmement important que Thierry Rouleau rappelait effectivement l'expérience douloureuse que nous avons vécue en début d'année dernière, qui a révélé certaines choses et qui nous a incité à aller encore plus loin dans l'accompagnement bienveillant et bien traitant des enfants. Et ça, c'est une caractéristique très forte que nous poursuivons avec la Fédération générale des PEP et les PEP en général. C'est effectivement l'accompagnement bien traitant de l'enfant. Et pour cela, mais je pourrais peut-être en parler plus tard, le département a initié une charte éthique de la bientraitance qu'il demande à chaque opérateur de porter et de faire signer par chacun des professionnels qui intervient pour le compte du département en protection de l'enfance. Alors on va revenir tout à l'heure sur justement cette charte parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Je voudrais donner la parole aussi à Mathieu de Vlaminck parce qu'on n'a pas eu l'occasion du coup de vous la donner, de vous laisser vous exprimer. Faut savoir en fait que votre participation est intéressante pour nous parce que on voulait justement croiser un petit peu les approches pour aborder cette question de la participation des usagers et puis surtout de savoir si cette participation avait un réel effet, si elle avait donc la possibilité de rendre les choses plus concrètes. Déjà, vous concernant, donc là on est plus sur les dispositifs de participation citoyenne au sens large, est-ce qu'ils vous paraissent assez connus déjà, en ce qui vous concerne ? Non, assez connus, non. Je pense qu'il y a deux enjeux autour de l'engagement des jeunes, particulièrement au lycée. Il y a un enjeu d'effet, comme ça a été dit. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu de sens et vraiment de faire vivre en fait certaines valeurs, les valeurs de la République, auprès des jeunes. Maintenant, est-ce que ces dispositifs sont assez connus ? Je dirais que non. Et on en dit plusieurs. Déjà, il y a mon association, l'UNL, qui est là, qui permet en fait aux jeunes de monter en responsabilité. Mais on a aussi des cadres comme les conseils de vie saine, les conseils académiques de vie saine. Et vous pouvez juste rappeler en un mot, l'UNL, un petit peu son organisation et combien d'associations sont concernées, du coup, combien de personnes derrière l'UNL ? Très bien. Donc, l'UNL, c'est l'Union nationale lycéenne. On est le premier syndicat lycéen en France. On existe depuis maintenant 25 ans. Et on regroupe environ 25 fédérations présentes donc, par département. L'intérêt de l'UNL, c'est deux choses. C'est d'accompagner les lycéens et les lycéennes sur leur lieu de vie. Par exemple, dès le début d'année, on va expliquer aux petits secondes qui arrivent au lycée comment ça se passe au lycée. On va accompagner les élèves dans des situations de harcèlement scolaire, par exemple. Dans le cas où aujourd'hui on a des contrôles qui peuvent mal se passer, on va les accompagner, etc. Donc pour les petits soucis du quotidien, on est là. Mais le deuxième enjeu de l'UNL, le deuxième intérêt de l'UNL, c'est aussi de faire monter en compétences et de faire monter en responsabilité des jeunes par le biais de formation par les pairs. Et le lycée, il a ce rôle pivot parce que c'est le premier lieu d'engagement de beaucoup de jeunes en fait, qui passent par le lycée et où on arrive, on a 15-16 ans, on n'a encore jamais eu l'occasion de s'engager. Et là, en fait, on a beaucoup de possibilités pour s'engager et c'est justement une porte ouverte vers ces engagements-là. Toutefois, il y a un réel inégal accès à l'engagement, que ce soit sur le plan des connaissances ou sur le plan des capacités. Parce qu'on sait bien qu'un élève qui aura le capital culturel relatif à l'engagement, donc une famille qui s'engage par exemple, dans n'importe quel domaine, qui aura le temps pour s'engager, il y a aussi une question de temps, donc c'est-à-dire ne pas avoir de frères et sœurs à garder, avoir par exemple en ce moment une connexion Internet suffisante, et énormément de principes pratiques en fait,
ça va influer en fait sur l'accès à l'engagement. Et c'est justement ça le rôle qu'ont ces instances aujourd'hui, que ce soit dans les lycées, que ce soit les associations lycéennes, c'est de permettre l'engagement et de le démocratiser. On voit vraiment deux aspects pour développer la citoyenneté au lycée réellement. Il y a un aspect plutôt théorique et un aspect plutôt pratique. L'aspect théorique qui passe par l'éducation morale et civique, qui est 1h30 toutes les 2 semaines de cours pour les lycéens et les lycéennes, et qui aujourd'hui devraient être réformés. Parce qu'on a des cours qui sont encore très verticaux, où justement on ne laisse pas suffisamment émerger la parole des jeunes, alors que ces cours-là pourraient être des lieux de débat, d'échange, de développement de l'esprit critique. On en fait finalement des lieux où on va nous assommer de définitions. Un petit peu comme un cours d'histoire bis, c'est ça? Comme un cours d'histoire bis. Et justement, j'en viens le deuxième aspect de ces deux MC, c'est des heures de cours où on rattrape en fait les cours d'histoire géo qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et finalement, il y a une vraie cohérence en fait entre ces deux aspects-là, parce que soit on nous fait un cours d'histoire géo bis, d'ailleurs les enseignants de MC sont toujours des enseignants d'histoire géo, et soit on rattrape en fait les heures de cours qu'on n'a pas pu faire. Donc il y a une vraie confusion entre ce qu'est l'histoire, ce qu'est le MC, qui ne devrait plus exister, parce que de l'apprentissage de la citoyenneté, ça devrait vraiment être quelque chose de propre, en soi, et qui permettrait de faire vivre réellement les valeurs de la République. Parce qu'on ne peut pas attendre des élèves d'intégrer les valeurs de la République, de les comprendre et de les utiliser si les seules visions qu'on peut en avoir au lycée, ce sont un prof qui va nous raconter pendant 3 heures l'histoire de la Ve République. C'est pas possible, il faut aussi les mettre en pratique. Les mettre en pratique, c'est ça que vous voulez dire ? En pratique. Et c'est justement pour ça qu'on prône aussi le fait que, par exemple, on pourrait très bien avoir des intervenants extérieurs lors de ces cours de MC qui présenteraient en fait de nouvelles modalités d'engagement, parce que l'engagement des lycéens, il peut se faire au lycée, mais il peut aussi se faire ailleurs. Et on regrette particulièrement qu'on n'ait pas des associations qui viennent dans nos cours de MC nous expliquer ce qui est possible de faire concrètement en tant que citoyen. Et le deuxième aspect de cette citoyenneté, c'est un aspect plutôt pratique, où en fait là, on fait prendre conscience aux lycéens, on les fait utiliser en fait la démocratie, à travers notamment les temps de démocratie lycéenne qui aujourd'hui sont trop peu développés. On aimerait bien par exemple qu'à l'occasion des élections au conseil de vie lycéenne, on ait de réels débats, de réels échanges, que tout le monde aille voter, parce que c'est pas le cas. On a des lycées où seulement 10% des lycéens sont allés voter au conseil de vie lycéenne. On aimerait vraiment qu'il y ait qu'il y ait d'ailleurs plus d'informations, et aussi qu'il y ait un réel enjeu et un réel pouvoir donné aux lycéens de diriger. Mais justement, j'ai une petite question en fait par rapport au lycée. En fait, est-ce que vous vous sentez intégré dans les lycées où vous intervenez, ou vous avez l'impression d'être un petit peu un prestataire de service ? On a un peu l'impression d'être une caution, où on se dit on va écouter les jeunes, mais finalement, on va quand même faire ce qui est prévu à la base. Je prends un exemple assez concret, le vote des dotations global, par exemple, dans les lycées, qui va déterminer en fait le nombre d'heures qu'on va avoir spécifiquement allouées pour chaque cours. Déjà, on a très peu d'informations sur comment on lit une DSG, parce que c'est un document qui est assez dur à comprendre, c'est un document administratif, donc quand on n'a pas d'accompagnement d'adultes qui ne savent lire les DSG, c'est très compliqué de les lire, donc il faut se rapprocher d'associations comme la nôtre, ce qui devrait être fait en fait par le service public d'éducation. Et deuxièmement, notre avis est jamais réellement pris en compte, parce que finalement, on le sait, quand les professeurs, les parents d'élèves, les élèves s'opposent à une DSG, en fait, elle passe quand même, parce qu'il y a la volonté du proviseur qui prime au-dessus de tout, et nous, on trouve ça vraiment regrettable, parce que ça donne une mauvaise image de la démocratie aux jeunes finalement. Ok. Je peux continuer à développer après. Mais, oui, on va redonner la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Juste, vous pouvez nous préciser, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 19 ans, tout juste. Et vous êtes lycéen ? C'est ça, ouais. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes pour le coup vraiment... du coup, c'est intéressant d'avoir votre avis, parce que vous êtes... vous portez aussi les deux casquettes. Mais c'est intéressant justement de se rendre compte des enjeux en fait de cette participation, et que voilà, c'est pas forcément évident, parce que comme vous disiez en fait, même si l'idée c'est de faire participer les élèves, en fait, si derrière il n'y a pas du coup le suivi, enfin pas forcément le suivi, mais le fait que les professeurs peut-être, ou que vous soyez vus comme une association à part, en fait c'est difficile après pour qu'effectivement la participation se traduise par des changements vraiment dans le fonctionnement de l'établissement. Moi je vous propose, peut-être on reviendra avec vous, mais peut-être de redonner la parole à Thierry Rouleau. Vous nous entendez bien ? Fait.
Donc voilà, en fait, pour compléter un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être sur aussi l'importance des partenaires, en fait, parce que pour permettre en fait un parcours sans rupture, est-ce que quelle place a le maillage de l'ensemble des partenaires sur l'ensemble du territoire? Ah, La question est la très intéressante. peut-être un peu Je vague, pense mais Non, oui, mais justement, comme elle est un peu vague, je pense qu'elle mériterait presque une journée rien qu'à elle seule. Parce que ça remet en cause, enfin ça remet pas en cause, ça remet en cause rien du tout d'ailleurs, mais ça prend la mission d'un établissement de la protection de l'enfance, c'est bien d'accompagner les enfants. Et comme le disait Monsieur Devlaminck, j'espère que je n'écorche pas son nom, nous sommes, notre mission, c'est bien d'amener les enfants à être les citoyens de demain. La citoyenneté est une valeur extrêmement importante. Euh, et dans cette mission, qui est la mission de la protection de l'enfance, on doit accompagner les enfants vers cette citoyenneté, être les citoyens de demain, les acteurs de la société de demain. Euh, et pour ça, un établissement de la protection de l'enfance œuvre forcément avec l'ensemble des partenaires sur son territoire. Le projet d'accompagnement d'un enfant, sur lequel il doit participer, hein, bien sûr, et au travers des CVS ou des groupes de parole, sa parole doit être prise en compte, celle de la famille aussi, mais la part des partenaires est primordiale et à la fois extrêmement compliquée. Euh, je vais faire une parenthèse, je ne sais pas si c'est trop le lieu, mais je vais me le permettre quand même. Dans les reportages, notamment sur M6, où il y en a eu d'autres, où on décrit la protection de l'enfance, je pense que je vais peut-être attirer les foudres de certains, je pense que les journalistes ne vont pas au bout de leur travail de journaliste. La protection de l'enfance est l'institution et le service qui justement va au bout des choses. Dans le cadre de la loi, le président du conseil départemental est le chef de file de l'action sociale sur son territoire et il est le dernier rempart, il est le dernier filet, celui qui ne lâche pas et qui ne peut jamais lâcher. Et c'est lui qui met tout en œuvre dans la protection de l'enfance. Cependant, il a besoin des partenaires. Il a besoin des partenaires médico-sociaux, il a besoin des partenaires sanitaires, je pense à la pédopsie, il a besoin de la justice, je pense à tout ce qui est PJJ. C'est-à-dire que la protection de l'enfance ne se limite pas à une action du département sur son territoire, elle œuvre sur un périmètre beaucoup plus large où ces autres partenaires sont primordiales. L'éducation nationale, bien sûr, sont primordiales dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans l'accompagnement global de l'enfant pour l'amener à cette citoyenneté, justement. Et là, donc oui, vous comprenez que c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est primordial. Et cependant, le seul qui doit tenir, qui tient tout le temps, c'est la protection de l'enfance. Et il n'a pas le choix de faire autrement. Donc ces partenaires, oui, c'est primordial, c'est extrêmement important. Maintenant, c'est comment on peut arriver justement à ce qu'ils participent pleinement à ce projet de l'enfant. bah, merci beaucoup Thierry. Alors Yves Durand va nous transmettre une question. Oui, alors j'ai une question, je la transmets pas vraiment, j'essaie de les regrouper et d'avoir mes propres réflexions. Monsieur Rouleau, mais ça s'adresse aussi à Madame Barbier, puisqu'elle a parlé de la charte éthique et à Mathieu Devlaminck également. Au fond, quelles sont les pratiques que vous verriez pour permettre cette pleine participation des usagers. Parce que la citoyenneté, et je reprends ce que disait Mathieu Devlaminck, la citoyenneté, ça ne s'enseigne pas, hein, ça se pratique d'abord. Au fond, quelles sont ces pratiques-là et comment, très concrètement, vous déterminez des pratiques qui permettent cette participation et donc cette initiation
et à la citoyenneté? Alors, vous pourriez répondre tous les trois. La question est posée à vous quatre, en fin de compte. Ouais. Alors, Madame Barbier, peut-être, vous souhaitez... Je peux répondre. commencer. Oui, c'est une question extrêmement intéressante et qui nous préoccupe au quotidien. Nous n'avons pas totalement non plus répondu à la première question que M. Durand a relayée sur justement les conseils de la vie sociale, Oui. est-ce qu'ils existent partout, etc. C'est vraiment un enjeu totalement important. La participation des usagers, ça ne se décrète pas, ça s'incarne. Et donc, autant, comme je l'expliquais tout à l'heure, en prévention, on garde le lien avec le parent et on peut vraiment travailler les choses tout en écoutant l'enfant, etc. Autant en établissement, effectivement, le lieu d'expression des parents, que rappelait Madame Gaillard tout à l'heure, c'est extrêmement important quand il peut exister. Et comme le rappelait Thierry Rouleau, c'est l'enfant qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, etc. Et les CVS, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça nous ramène à la réalité pour ne pas rester dans la théorie. Ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième, sur effectivement comment on peut amener l'enfant en protection de l'enfance, que nous essayons d'accompagner au mieux vers comment nous le préparons à devenir adulte et à exercer sa citoyenneté pleine et entière, en le respectant, en l'écoutant et en lui permettant d'accéder, j'allais dire, aux politiques publiques de droit commun. Exemple, l'accès à la culture, l'accès à la pratique sportive, revenir avec lui sur les conditions d'éclosion d'un conflit et comment il est résolu, etc. Donc ça nécessite de la part des professionnels des établissements une entrée extrêmement bienveillante, attentive et dynamique. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas se complaire dans le conflit. Il faut en sortir et il faut aussi donner à voir un vrai avenir à l'enfant accueilli. Je pense que l'accès à la culture, pendant le confinement, par exemple, on a mis en œuvre avec les établissements des ateliers de pratiques sportives et culturelles. C'était essentiel, parce que rester enfermé entre quatre murs, malgré toute la bienveillance des professionnels, à un moment donné, il y a de quoi tourner en rond. Et si on n'ouvre pas, il faut ouvrir l'horizon. Je pense que c'est ça. Je m'arrêterai là pour l'instant. Thierry Rouleau, peut-être si vous voulez compléter également les propos de Madame Barbier. Donc effectivement, la participation des enfants, elle est primordiale. C'est dans l'écoute, comment dire, dans l'action sociale en général, on avait tendance à donner autrefois, je vais peut-être remonter avant la loi 2002, où le professionnel exerçait une mission de service social auprès des enfants. Du coup, il était un peu le sachant qui œuvrait auprès d'un accompagnement de l'enfant. Le CVS introduit par la loi de 2002, ou en tout cas, s'il n'est pas possible de mis en place, c'est de veiller à la participation des usagers. Aujourd'hui, donc ça se pratique dans l'établissement, mais la difficulté, elle est d'écouter l'enfant, de prendre en compte sa parole, de l'intégrer et d'en faire quelque chose. Pas simplement d'écouter et puis dire oui, ok, c'est bien ce que tu dis. Non, c'est qu'il y ait une réelle participation derrière et qu'on apporte des vraies réponses au questionnement, au fonctionnement de l'établissement, sur le projet global de l'établissement, la prise en charge vers la culture, vers la citoyenneté, vers il y a des choses qui sont mises en place. Tous ces éléments sont effectivement, c'est primordial. C'est primordial que l'enfant se sache écouter. Et ça ne veut pas dire répondre oui à tout. C'est aussi des fois répondre non.
c'est répondre non, mais la réponse du non est aussi expliquée. Non, ce n'est pas possible parce que, etc. Et on explique. C'est-à-dire que c'est pas tant soit le oui que le non, c'est vraiment le dialogue. Et Et écouter, argumenter, répondre. ouais. Ouais, complètement. Alors, je ne sais pas si on a des questions, peut-être. Yves, vous aviez quelque chose à ajouter? Il y a des questions évidemment qui sont la suite de ce que vous venez de dire. Tout ça demande de la part, de votre part et de la part des professionnels, de l'écoute, du dialogue, de la prise en considération, notamment des enfants. Mais ça demande évidemment à la fois une formation. Donc, quel type de formation il y a et quels moyens de formation vous mettez à la disposition ou sont mis à la disposition des professionnels. Et ça demande aussi, très probablement, une évaluation. Est-ce que, j'allais dire pour aller très vite, est-ce que ça marche? Et si ça ne marche pas, comment, pourquoi et comment, au fond, remédier à cela? C'est-à-dire que il y a le couple formation-évaluation et comment, justement, vous la pratiquez. Et est-ce que dans cette évaluation, pas la formation bien sûr, mais dans cette évaluation, dans ce travail d'évaluation, vous y faites participer les usagers? Est-ce qu'ils sont au fond un peu leurs propres auto-évaluateurs? Ce qui est une forme aussi de participation citoyenne. Alors, je ne sais pas si Mathieu, est-ce que même si voilà, c'est dans ton domaine, en fait, est-ce que tu te sens de répondre à cette question-là? Comment on évalue tout ça, cette participation effective? Mathieu, est-ce que tu nous entends? J'ai mal entendu la question. La question, en fait, c'est de savoir comment, en fait, on forme les personnes, les intervenants, et puis aussi comment on évalue, en fait, le travail. Et puis donc, on est toujours dans ce thème-là de la participation et voilà, et pas uniquement, en fait, une consultation. Vraiment, comment on peut mesurer les effets, en fait, de la participation, pour le coup, des lycéens au fonctionnement de leur établissement. Je pense que cette évaluation devrait passer par regarder les résultats concrets produits par l'engagement des jeunes. Je pense qu'un bon outil d'organisation des jeunes aujourd'hui dans les lycées, c'est les maisons des lycéens, qui sont gérées par les lycéens et qui normalement sont autonomes. Et elles se basent vraiment sur le principe d'économie sociale et solidaire, donc avec un principe de non-lucrativité, et normalement un principe d'autonomie. C'est-à-dire que la trésorerie des MDL, allouée à chaque MDL, elle est censée être gérée par le trésorier de la MDL. Parfois, c'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est absolument pas légal. C'est pas prévu comme ça dans le cadre légal, mais parfois, ça arrive que justement, on ait des administrations qui gèrent la MDL. Et ça, c'est justement quelque chose qu'il faudrait combattre, en tout cas qu'il faudrait dénoncer, parce que ça ne permet pas en fait aux jeunes de prendre justement leur autonomie. Et ce qu'on regarde, c'est que quand on a ce principe de une personne égale une voix et qu'on fait participer les jeunes dans un cadre établi à une action, qu'on leur donne une certaine base d'autonomie. En fait, il y a des actions qui peuvent être menées par les MDL. Je pense à des cafés-débats, des formations, des échanges, que ça passe par la vente de cookies ou juste simplement le fait, par exemple, de faire des distributions de matériel à la rentrée, faire des distributions de protection périodique dans les lycées. C'est le rôle des MDL. Et quand on donne l'initiative aux jeunes de le faire, on observe en fait des résultats. Donc, je pense que le meilleur moyen d'évaluer l'action concrète des lycéens, d'évaluer si l'engagement a été respecté, c'est aussi de donner le pouvoir aux jeunes de s'engager et de regarder ce qui se passe. Et en général, ce qu'on observe, c'est que quand les jeunes peuvent s'engager, il y a des résultats concrets qui en sont l'aboutissement. Ok, merci Mathieu. Alors justement, je voulais revenir à Madame Gaillard. Vous nous entendez toujours, Madame Gaillard? Oui, tout à fait. Bon, excusez-nous, hein, c'est un peu particulier parce que vu qu'on ne vous voit pas concrètement sur l'écran, mais je vous rassure, on ne vous oublie pas. Est-ce que vous aussi, vous avez la possibilité en fait d'évaluer les actions du conseil ou comment ça se passe en fait? Est-ce que vous faites un bilan chaque année? Comment on évalue en fait le pouvoir d'action du conseil de vie sociale? Oui, alors effectivement, j'ai un petit peu envie de dire que l'évaluation ne peut avoir lieu que si la vie des familles existe. Ouais. C'est un petit peu ça.
Et en effet, au préalable de cette évaluation, pour répondre aux précédentes questions, je pense que la participation des familles, mais même, j'ai envie de dire, au-delà des élus au CVS, parce que les élus au CVS, c'est une chose, mais comment les élus au CVS vont emmener l'ensemble des familles? Vous voyez, ça, c'est un problème. Et je dois dire que nous, on a bien pris conscience de ça et on l'a fait exister en demandant l'organisation de cafés le samedi matin, café des parents les samedis matins, où en effet, on pouvait par exemple présenter le CVS et avoir des questions-réponses de la part de la direction aux questions des familles. Et c'est un petit peu ça doit être intégré, je dois dire, au projet d'établissement. Si la direction n'intègre pas la dimension de la participation de l'ensemble des familles, le CVS lui-même risque de ne pas fonctionner. Ou alors, dans son évaluation, il va constater qu'il ne fonctionne qu'entre les parents, et même élus au CVS. Ouais, c'est ça le risque. C'est que un CVS ne doit pas être que le fruit des parents élus. Il doit être l'écho de l'ensemble des parents. Mais au préalable, on va devoir s'emparer dans le pôle, dans le futur DAM, de comment on veut que l'ensemble des parents soient là. Pour ça, il faut du temps et de la place, un lieu dédié. S'il n'y a pas cette dimension-là du temps, avec qu'est-ce qu'on fait vraiment des parents, je pense que rien n'est possible. Effectivement, c'est intéressant de ce que vous expliquez, que le CVS ne doit pas être juste la voix des membres, mais vraiment la voix de tous les parents qu'il représente. Alors, est-ce qu'on a des questions des internautes Non, peut-être que par rapport à la fois à la formation et à l'évaluation des actions, à la fois Thierry Rouleau et Madame Barbier pourraient avoir quelques éclaircissements à nous donner et quelques expériences aussi. Vous commencez, Thierry, comme vous voulez. Comme vous voulez, j'allais dire la même chose. Faites un pas de deux, là, en quelque sorte. Allez, allez-y. Donc, je commence pour le département. Alors, les travailleurs sociaux bénéficient d'une formation initiale solide qui mériterait, je me permets là d'évoquer un constat que partagent beaucoup de mes collègues DGA ou travaillant en protection de l'enfance, qui mériterait une actualisation ou un approfondissement pour tenir compte effectivement de l'évolution des enfants que nous accueillons. Vraiment. Les travailleurs sociaux doivent être encore davantage formés à la participation, se situer moins au-dessus des choses, mais davantage faire avec. Ça, je pense que c'est extrêmement important, même si la formation initiale est bonne. Donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est des formations complémentaires. Chaque employeur peut travailler les choses, et nous avons souhaité aussi dans notre charte éthique définir un socle commun de valeurs à laquelle vont adhérer l'ensemble des opérateurs et donc des professionnels qui interviennent en protection de l'enfance. Ça pourrait être travaillé, c'est ce qu'on recherche, sous forme de recherche-action-formation, et sans faire de limite entre les travailleurs sociaux du département d'un côté et les travailleurs sociaux des gestionnaires des établissements de protection de l'enfance d'autre part, mais travailler ensemble les choses et faire de l'échange de bonnes pratiques, parce que je pense que c'est essentiel. Voilà. Donc, je résume, une formation initiale qui mériterait d'être actualisée eu égard à l'évolution des publics, et de l'échange de bonnes pratiques en continu,
et alliant, rassemblant les travailleurs sociaux des départements et ceux des établissements. Et puis sur l'évaluation, effectivement, maintenant, enfin, on parle beaucoup d'évaluation depuis les années 70. Il faut savoir effectivement ce qu'on met derrière évaluation. Je pense qu'effectivement, dans l'adénome du travailleur social et du cadre, la question de la remise en cause permanente et de l'adaptation des pratiques sur la base effectivement d'une pratique évaluative est capitale. Alors du coup, je ne sais pas si... bon, Thierry, vous vouliez rajouter quelque chose ou... Oui, je veux bien. Alors, la question de la formation initiale, je partage complètement ce que vient de dire Madame Barbier. Effectivement, malgré la qualité de la formation initiale, il y a certains aspects qui méritent d'être développés. On pourrait même imaginer des spécialisations, c'est-à-dire que je crois que dans le cursus de la formation initiale d'un éducateur spécialisé, par exemple, la protection de l'enfance, ça ne représente une semaine du cursus global de 10 diplômes. Et que c'est rien. Et si on parle en plus de l'internat, un établissement tel que le nôtre est un internat, ça ne présente rien du tout en formation initiale. Donc, voilà. Après, on ne peut pas faire des formations initiales qui vont durer des années, mais peut-être des spécialités, ou développer d'autres compétences sur l'apprentissage. Enfin, voilà, il y a un travail à mener, je pense, au niveau de la formation initiale. Après, en interne, par rapport à la participation des enfants, il y a plusieurs leviers. Tout d'abord, la connaissance est extrêmement importante de la part des professionnels et des problématiques qu'ils ont et la connaissance de ces problématiques. Et un enfant qui relève de la protection de l'enfance, il arrive, c'est une victime. Et en tant que tel, il y a des difficultés qu'il doit surmonter. Et ça, les travailleurs sociaux ne sont pas des soignants, enfin, ce sont des soignants, mais des soignants de la vie quotidienne, ce ne sont pas des soignants sanitaires. Et il y a un besoin de connaissance. Donc, il y a ce besoin de connaissance en amont aussi, pour l'écoute, pour la participation. Donc, ça fait partie de la formation, pas direct sur l'écoute, la prise en charge, l'écoute active, mais il faut connaître parfaitement les problématiques, enfin parfaitement, il faut au moins avoir des visions assez précises des problématiques pour pouvoir justement développer une écoute active et une participation des enfants. Après, en interne, nous avons aussi, nous établissons forcément des comptes rendus. À chaque groupe de parole, sur chaque unité, il y a des comptes rendus qui sont faits par les enfants eux-mêmes, accompagnés des professionnels, sur les questions posées, les réponses qui sont apportées, et le pourquoi de la réponse. Les chefs de service au quotidien accompagnent les professionnels sur ces thématiques. J'ai même moi-même un regard, justement, après, on va pouvoir. Voilà. Donc, il y a tout un travail de fond qui est fait justement, qui est fait pour permettre aux professionnels d'évoluer dans ces schémas, dans ces représentations. C'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Alors, Yves, vous vouliez reprendre la parole? Oui, mais ça pose la question, au fond, du sens que l'on donne au mot participation. La participation, c'est quoi et elle s'applique à quoi? Est-ce que c'est la participation à la décision? Est-ce que c'est la participation au projet d'établissement? Est-ce que c'est la participation même à la gouvernance de l'établissement? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot participation, hein? Vous avez commencé à y répondre, mais je crois qu'il y a une réflexion plus précise peut-être à donner à ce terme de participation. Alors, Madame Gaillard, est-ce que vous voulez peut-être compléter aussi, vous, en tant que représentante du conseil local, vous?
Vous nous entendez Oui. bien? Oui, 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 absolument. Je peux en effet Du Conseil de vie sociale, compléter excusez-moi. peut-être. Oui, le Représentante du Conseil Conseil de de vie vie sociale. sociale. Et juste, excusez-moi, en Je fait, peux. c'était... vous avez bien entendu la question? Ah, mais absolument. Oui, D'accord. oui. J'ai Alors, en je vous effet écoute. une petite idée par rapport au sens qui vient d'évoquer sur la participation. En effet, et là, j'aborde mon point de vigilance. Et vous avez raison de le dire. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que le point de vigilance porte demain dans les futurs fonctionnements en plateforme de tous ces établissements médico-sociaux et donc d'un nouveau métier, vous le savez, la coordination de parcours, intégrée par un coordinateur de parcours. C'est que ma crainte, c'est que j'ai peur qu'on mélange le sens du CVS et du parcours individuel. C'est-à-dire que demain, le parcours individuel de chaque enfant ou adulte va être davantage mis en valeur, puisque vous le savez, on ne va pas rentrer dans un établissement le matin pour en ressortir le soir. Au travers de la journée, il va y avoir différentes modalités d'intervention. On pourra être le matin à l'école, mais on pourra être l'après-midi dans l'établissement ou peut-être au sport, dans le droit commun, ou peut-être aller dans un lieu de soins. Enfin, voilà, ça va être un petit peu un parcours à la carte. Et mon interrogation, elle vient de là, de ce sens qu'on va donner à la participation collective alors que les besoins individuels vont émerger. Et donc, en effet, moi je pense que la participation du conseil à la vie, lycée ou MEX ou autre, il faut vraiment l'intégrer dans le projet d'établissement comme un lieu ressource de fonds collectifs. C'est-à-dire que là, tout ce qui pourrait être échangé, débattu, pour moi, doit venir au profit de la réflexion de fond sur la vie, je vais dire, du dispositif. Voilà. Comment ce dispositif, demain, doit intégrer de nouveaux outils. Comment il doit intégrer même de nouveaux intervenants professionnels. Vous savez qu'aujourd'hui, la psychanalyse, avec les troubles, par exemple, cognitivo-comportementaux, elle est un petit peu réinterrogée. Faut-il faire intervenir demain des neuropsychologues dans tous ces établissements ou avoir recours à ce genre de métier dans des lieux d'évaluation? Enfin, vous voyez, c'est un petit peu, pour moi, le sens de la participation collective, c'est comment on va se nourrir les uns les autres pour demain ou dès maintenant réorienter certaines choses. Voilà. Alors, Madame Barbier, je vous voyais un petit peu réagir. Est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport à ces propos de Madame Gaillard sur cette participation? Non, je les partage sur le fond. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que ce soit intégré dans le projet d'établissement, je partage totalement. Mais le fait effectivement de ne pas se payer de mots et de bien identifier effectivement quelle est la capacité réelle de participation, tant de la famille que de l'enfant. On ne participe pas de la même manière quand on est étudiant ou qu'on est en phase de sortir de l'aide sociale à l'enfance dans une logique d'autonomie, et quand on est un tout jeune enfant. Donc, il faut vraiment adapter. Et là, la posture des professionnels est essentielle. Adapter, parce que l'écoute, ça veut dire prise en compte. Sinon, ça ne sert à rien. Ça veut dire prise en compte. Et prise en compte, effectivement, de la personnalité et de la place du point de vue de celui qui s'exprime. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce qu'on n'en a pas encore parlé. On y pense tous tellement qu'on n'a pas prononcé le mot. C'est-à-dire que l'ensemble de nos interventions et du fondement même de notre action, c'est la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai aussi bien en protection de l'enfance qu'en prise en compte effectivement du handicap et des troubles, voire des troubles du comportement. L'intérêt supérieur de l'enfant.
c'est vraiment le socle de notre action, c'est ce qui fonde notre action. Et comme le rappelait tout à l'heure Thierry Rouleau, ça ne veut pas dire oui à tout. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant, comment on l'amène, ce que je disais tout à l'heure, comment on l'amène à devenir adulte. C'est ça aussi quand vous parliez de la charte tout à l'heure, en fait, c'est vraiment ce qui pourrait résumer la base de cette charte, c'est ça? Tout à fait. L'intérêt général de l'enfant? Pour dire deux mots, cette charte qu'on a voulu itérative, c'est-à-dire partagée par l'ensemble de nos professionnels, qu'ils soient ceux du département ou ceux des établissements, puisque chacun la signera. Ouais. Et je la tiens d'ailleurs à disposition de ceux que ça peut intéresser, puisque c'est vraiment quelque chose qui, vous avez raison de le souligner, qui part de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le socle des valeurs, c'est la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant. La non-discrimination, qu'elle soit faite en fonction des origines, des croyances, de la singularité de chaque enfant que nous accueillons. Et la bientraitance. Donc ça, c'est vraiment les trois axes socles de cette charte éthique, dont je rappelle que chaque professionnel est amené à la signer. Et nous comptons effectivement sur notre encadrement pour que chaque acteur, chaque professionnel la signe, qu'il soit déjà en place ou qu'il soit nouvellement recruté. Ce qui permet d'ailleurs de remettre un petit coup d'éclairage sur le dispositif, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une charte qui dort. La charte, il faut la faire vivre. L'idée, c'est aussi, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est écoute, confiance, mais aussi vigilance. Et ça, c'est le point de vue du département, qui doit aussi être vigilant et veiller à ce que l'accueil des enfants se fasse de la meilleure des façons. Donc, ce que nous mettons dans la charte, c'est que les professionnels, je le redis, il y a 5 principes d'action. Les professionnels garantissent la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils sont par essence compétents et qualifiés. Donc, ils ont les diplômes nécessaires. Ils sont formés de façon permanente. La bienveillance et la bientraitance fondent leur pratique. C'est aussi un élément important. Chaque professionnel sait qu'il peut être en mesure d'alerter son encadrement en cas de problème. Ça, c'est extrêmement important aussi, qu'il ne doit pas rester seul face à un problème. Et ce que je disais tout à l'heure, chacun des professionnels s'inscrit dans une démarche d'évaluation permanente. En gros, voilà comment cette charte, qui est innovante, je crois qu'elle n'existe pas ailleurs, elle a vraiment été construite en lien avec les opérateurs de la protection de l'enfance, parce qu'on ne voulait pas imposer quelque chose. C'est la meilleure manière de la faire vivre. Et justement, est-ce que vous êtes optimiste après pour pouvoir la déployer peut-être de manière plus large encore que le département? Alors, nous ne réclamerons pas de droit d'auteur. Voilà ce que je veux dire. Donc, elle est à disposition de ceux qui souhaiteraient s'en emparer et l'adapter à leur réalité. Je ne dis pas que c'est le modèle. Je dis que c'est une expérience peut-être intéressante et innovante qu'on peut tout à fait partager. Et Thierry Rouleau, pour compléter peut-être la mise en application de cette charte, comment vous voyez les choses, juste en quelques mots, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette charte-là? Comme elle-même, bienveillant. Donc optimiste aussi. Cette charte a été travaillée, comme le disait Madame Barbier, elle a été travaillée avec l'ensemble des opérateurs. Donc nous avions déjà travaillé dessus depuis même plus d'un an, enfin un an maintenant, un petit peu plus d'un an. Elle a été travaillée en équipe pluridisciplinaire, avec l'ensemble des professionnels. Après, elle est aboutie depuis avril de l'année dernière, et aujourd'hui, elle est partie intégrante de l'établissement. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque salarié qui arrive, même ceux qui étaient là avant, l'ont eu, ils ont travaillé dessus de tout le monde, et la signe, et elle est le socle d'un accompagnement bien traitant et bienveillant envers les enfants. Retour
pour l'instant, des retours sur cette charte ou pas? Enfin, des retours positifs, négatifs ou pas spécialement? Ben, comment dire, ni l'un ni l'autre. Ouais, C'est-à-dire que personne ne comprendrait en quoi elle ne serait pas bien accueillie. oui. Je veux dire, elle reprend elle reprend l'intérêt supérieur de l'enfant, effectivement, enfin, tel que l'a décrit Madame Barbier. Donc, au- aucun professionnel ne pourrait logiquement, éthiquement, moralement y trouver même philosophiquement, y trouver quelque chose à redire. Enfin, Oui, non, mais on est je comprends l'idée. Après, c'était juste voilà, pour savoir, on ne sait jamais, parce que parfois des points de vue, etc., ou même peut-être pour aller peut-être même encore plus loin. Mais c'est vrai que quand on lit cette charte, on comprend bien que voilà, l'intérêt principal, c'est celui donc, de l'enfant. Et Oui. puis même dans la déclinaison, hein, on parle de protection, de bienveillance, de bientraitance. Donc ce serait assez surprenant quand même qu'on ait des retours négatifs. Moi, j'entendais vraiment, même aussi, pourquoi pas poserait positifs. question. Bien sûr, bien sûr. Ça Alors, interrogerait, hein, si des professionnels disaient qu'on ne devait pas faire un accueil bien traitement bienveillant, ça poserait question. non, vraiment, quand je parlais de retour, c'était pas forcément, comme quand on parle de critique, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais j'ai bien compris Non, mais le sens de votre réponse. est-ce que cette charte, elle est figée ou est-ce qu'elle peut continuer à être discutée? Avec qui? Est-ce que au fond, c'est un espace aussi de participation et de débat et de Oui. liberté? Voilà, c'est Oui. cette question-là qui peut être posée. C'est une très bonne question. Bien évidemment, une charte doit vivre pour justement toujours être améliorée. Elle n'est pas révolutionnaire. Elle pose des choses qui intrinsèquement devraient être portées par chaque professionnel. Mais c'est toujours mieux parfois de rappeler les choses. Moi, ce que je verrais comme intérêt aussi à la lumière des échanges que nous avons ce matin, ce serait qu'elle puisse être soumise aussi, justement dans les conseils de vie sociale, portée à la connaissance des parents et des enfants, et pourquoi pas enrichie. Par contre, ce à quoi le département tient, c'est qu'elle soit, après on peut décliner comme on veut, mais qu'elle reste le document de référence pratiqué en Côte d'Or. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si chacun y va de son aménagement, on risque de se retrouver avec quelque chose qui portera moins le caractère de document de référence. Mais ce qui serait très intéressant, c'est qu'effectivement les parents et les enfants et les jeunes qui siègent au conseil de vie sociale puissent la connaître et l'enrichir. Mais à ce moment-là, il faudrait le proposer via l'établissement, il faudrait le proposer au département qui l'a organisé, qui l'a initié. Même si elle a été co-construite avec chacun des établissements. Et j'en remercie encore les directeurs. Merci beaucoup, Madame Barbier. Alors, je vais donner la parole à Madame Gillot, Dominique Gillot, donc présidente des PEP, qui nous rejoint, qui n'était pas loin. Voilà. Merci. J'ai entendu les échanges et je voulais vraiment apporter mon questionnement aussi. Madame Barbier, je considère que cette charte que vous avez travaillée avec vos directeurs et avec beaucoup d'ouverture d'esprit, voilà, je pense que ça peut être effectivement un cadre dans lequel chacun s'interroge sur ses pratiques. Que ce soit les professionnels, que ce soit les représentants des familles, que ce soit les représentants des élus, enfin tout ça, ça pose un cadre dans lequel chacun est amené à réfléchir sur la manière dont il se positionne avec sa formation, avec son histoire, avec son vécu, les enfants avec leur histoire de victime, voilà. Et c'est en ça que je trouve que enfin, vous allez me dire si vous êtes d'accord, cette charte, c'est un espace de liberté aussi pour continuer de progresser. Et progresser, ça ne veut pas forcément dire changer les termes de la charte, c'est au contraire se les approprier, amener à réfléchir sur ces comportements,
sur le regard qu'on porte sur l'autre, sur la capacité de délibérer, de dialoguer avec l'autre, dans l'intérêt de l'enfant qui est effectivement confié à ce service d'aide sociale et aux maisons d'accueil qui le symbolisent. Hein, voilà. Je trouve que c'est une grande avancée dans ce cadre-là, parce que ça donne la liberté à chacun de réfléchir sur ses propres comportements et sur sa propre manière de faire. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Madame la Présidente de la Fédération Générale des PEP. On a pu échanger aussi sur la question. Vous avez tout à fait raison, c'est dans la déclinaison qu'il y aura appropriation. Merci beaucoup, Madame Barbier. Merci, Dominique, pour du coup, cette conclusion. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous les participants. Merci, Mathieu. Merci, Thierry. Merci, Christine, qui a quand même réussi à être avec nous malgré le petit problème technique de départ. Merci beaucoup pour ces échanges. Et voilà, je vous donne rendez-vous maintenant pour cet après-midi, donc avec les 2 dernières tables rondes du studio. Merci de votre participation et à très bientôt.